Quand une petite nation côtière, souvent reléguée aux marges de l'actualité, ose défier à la fois Washington et Paris, ce n'est pas seulement l'Afrique de l'Ouest qui retient son souffle, c'est la planète entière qui scrute, anxieuse, le frémissement d'un nouvel ordre mondial. Imaginez la scène. La Guinée-Bissau, lors d'une allocution télévisée attendue depuis des semaines, annonce devant une foule médusée et sous les caméras de toutes les grandes chaînes son départ officiel de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Elle proclame dans la même foulée son adhésion à l'Alliance des États du Sahel. Ce geste, qualifié dans les chancelleries occidentales de séisme géopolitique, n'a rien d'une exagération. Ce n'est pas qu'un simple changement de drapeau ou de réunion diplomatique. Non, c'est une insurrection ouverte contre un statu quo hérité de siècles de colonialisme et de domination économique. Par ce geste, la Guinée-Bissau claque la porte à l'ordre imposé par Paris et Washington, lançant au monde un message clair. La dignité, l'indépendance, l'autonomie ne sont plus à vendre, ni négociables. Dans les rues de Bissau, c'est l'effervescence. Les klaxons résonnent, les chants fusent, les drapeaux s'agitent. Pour la première fois, des jeunes comme Awa, étudiante en droit, ou Ibrahim, chauffeur de taxi, sentent que quelque chose d'irréversible s'est enclenché. Mais ailleurs, du cœur de la diaspora à Lisbonne jusqu'au quartier chic de Paris, l'inquiétude grandit. Car le message résonne. L'Afrique de l'Ouest n'est plus ce terrain de jeu passif pour les grandes puissances. Elle devient, sous nos yeux, le théâtre d'une lutte décisive pour une souveraineté réelle, non plus symbolique. Ce geste est aussi un coup direct contre la domination du dollar dans les échanges commerciaux du continent. Un symbole éclatant. Cette petite nation, trop longtemps ignorée, vient de briser le cordon sanitaire dressé autour de l'Alliance du Sahel, ouvrant la voie à un possible basculement de toute la sous-région. Mais attention, si ce mouvement échoue, la machine occidentale pourrait bien reprendre la main, et avec elle, la spirale de pauvreté et de dépendance qui étouffe, depuis des générations, des millions de familles africaines. L'espoir est immense, mais le péril l'est tout autant. Pourquoi ce choix fait-il vaciller les puissants ? Pourquoi tant de tensions autour d'un pays que beaucoup, hier encore, jugeaient le marginal ? Pour comprendre, il faut remonter aux racines profondes de ce geste, à l'histoire trouble des rapports de force en Afrique de l'Ouest et aux intérêts occultes qui se jouent derrière chaque décision officielle. Pour percer le sens de cette rupture, il faut d'abord revenir sur l'emprise historique des puissances occidentales dans la région. C'est là que commence vraiment notre histoire. Pendant plus de 40 années, la CEDEAO s'est-elle sincèrement battue pour les peuples d'Afrique de l'Ouest, ou a-t-elle, dans les faits, servi des intérêts extérieurs qui lui étaient imposés ? Il est temps de regarder la vérité en face. Derrière les promesses de paix, de coopération, de démocratie, la CEDEAO s'est trop souvent muée en simple exécutante, obéissant à des puissances étrangères, principalement occidentales. Trop de décisions cruciales étaient dictées depuis Paris ou Washington, rarement depuis Accra, Bamako ou Conakry. Prenons par exemple la crise ivoirienne de 2010. Malgré des appels à la médiation africaine, c'est la pression internationale, relayée par la France et les États-Unis, qui a décidé du sort du pays. L'armée française a, en réalité, opéré sur le terrain, illustrant la dépendance sécuritaire de la région. Sur le terrain, pour des gens comme Amadou, docker au port de Bissau, ou Mama Fatima, vendeuse au marché de Gabou, rien ne changeait vraiment. Leurs enfants partaient chaque matin sans aucune garantie d'accéder à une école digne de ce nom. Pendant ce temps, les richesses du pays, noix de cajou, poissons, bois précieux, étaient chargées sur des cargos à destination de l'Europe ou de l'Asie. Malgré cette abondance, Amadou peinait à offrir des médicaments à sa mère, et Mama Fatima devait choisir entre payer la scolarité ou nourrir ses enfants. La pauvreté, l'humiliation, le sentiment d'avoir été trahi se sont enracinés, génération après génération. Pendant ce temps, quelques politiciens paradènent dans des voitures flambant neuves, chantant les louanges de leur bonne gouvernance. En 1973, à l'indépendance, l'espoir était immense. Mais très vite, les accords de coopération signés sous la pression des anciennes métropoles ont verrouillé les économies africaines. Contrats léonins, endettement, dépendance technologique. En 1990, les programmes d'ajustement structurel imposés par le FMI ont laminé les services publics. Des hôpitaux ferment, des écoles se délabrent, la jeunesse s'exile. À chaque crise, la même rengaine. Il faut écouter les experts venus d'ailleurs. Le départ fracassant de la Guinée-Bissau de la CEDEAO expose l'imposture de ce système.
On vantait la démocratie, mais cette démocratie n'était qu'un vernis couvrant une exploitation systématique des ressources africaines au profit de banques centrales lointaines. Face à ces promesses creuses, qui profitaient vraiment du développement? Certainement pas les familles peu d'Amadou ou de Mama Fatima. L'ordre ancien se fissure, et pour beaucoup, il était enfin temps de briser ce cercle vicieux. Aujourd'hui, ce départ n'est pas vécu comme une crise, mais comme une chance. Pour la première fois, Amadou et Mama Fatima osent espérer que leur sueur servira enfin à bâtir l'avenir de leurs enfants, au lieu d'enrichir des actionnaires invisibles à l'étranger. Ce choix symbolise la volonté d'en finir avec la pauvreté et la dépendance, qui menacent de piéger encore des générations entières. Si rien ne change, que leur laisserons-nous? Un continent riche mais éternellement sous contrôle extérieur? Pourtant, cette rupture n'est qu'un début. Le départ de la Guinée-Bissau de la CEDEAO n'est qu'une pièce d'un jeu stratégique bien plus vaste où l'avenir même du continent se joue. Mais comment la Guinée-Bissau en est-elle arrivée à ce choix radical? Pour comprendre, il faut remonter au fil des mois précédents, là où tout a basculé. Imaginons un instant la réunion secrète qui s'est tenue à Bissau il y a quelques semaines. Des officiers, des syndicalistes, des représentants de la jeunesse et des commerçants se sont retrouvés autour d'une table. Le constat était sans appel. Chaque année, des centaines de millions d'euros quittent le pays sous forme de matières premières bradées, pendant que les écoles et les hôpitaux s'effondrent. Une question a surgi. Allons-nous continuer à mendier ou allons-nous bâtir? Et si la maîtrise de la côte atlantique devenait la clé pour renverser des siècles de domination étrangère? Cette question n'est plus un rêve lointain. C'est le pari audacieux de l'Alliance des États du Sahel, désormais propulsée vers l'océan par le choix historique de la Guinée-Bissau. En une seule décision, l'Alliance, longtemps enfermée à l'intérieur des terres, brise le fameux cordon sanitaire imposé par l'Occident. L'accès direct à l'Atlantique n'est pas qu'un trait sur une carte, c'est un bouleversement stratégique. Désormais, ce n'est plus Washington ni Paris qui dictent les règles de passage et de commerce, c'est l'Afrique qui tient les clés, qui choisit qui entre, qui sort et à quel prix. Pour comprendre l'ampleur de ce bouleversement, rappelons-nous l'histoire du canal de Suez en 1956. Lorsque l'Égypte nationalise le canal, jusque-là contrôlé par la France et la Grande-Bretagne, c'est la panique dans les chancelleries occidentales. Le contrôle d'un point de passage maritime change tout. Flux de marchandises, influence militaire, levier sur les alliances. Aujourd'hui, la Guinée-Bissau joue un pari similaire, mais à l'échelle du Sahel. La Guinée-Bissau s'érige en porte du Sahel, une artère vitale reliant les terres asséchées du centre au vaste monde. Pour la première fois depuis l'indépendance, routes, convois et trains ne mènent plus à l'exil ou à la pauvreté, mais à une dignité retrouvée. Le port de Bissau, jadis quai oublié, se transforme lentement en forteresse de souveraineté. Ici, ce sont les partenaires choisis qui accostent, pas les prédateurs. C'est une revanche sur des décennies de pillage où la richesse locale s'en allait sans jamais revenir. Prenons l'exemple du bois de rose, exploité sans relâche depuis des décennies. Jusqu'à présent, les profits de cette ressource partaient en quasi-totalité vers l'Asie. Désormais, la Guinée-Bissau prévoit d'imposer des quotas, de favoriser la transformation locale et d'augmenter les taxes à l'exportation. Ainsi, la valeur ajoutée reste sur place, créant des emplois et finançant l'éducation. Mais la véritable arme de l'Alliance n'est pas seulement géographique, elle est logistique et économique. Face aux sanctions, aux menaces, aux blocus, l'Alliance refuse de plier. Au lieu de tendre la main, elle construit routes, entrepôts, silos, marchés. Fini le temps des suppliqueurs, désormais chaque rail posé, chaque entrepôt bâti est une déclaration d'indépendance. La solidarité militaire, née dans l'urgence, devient puissance économique concertée. Une boldcracy émerge. Bâtir, c'est exister. Dans la ville de Koundara, par exemple, la construction d'une voie ferrée reliant le Sahel à Bissau a déjà permis de créer plus de 1000 emplois directs et de former des centaines de jeunes. Les marchés saisonniers, jusque-là isolés, voient arriver des commerçants du Niger, du Burkina Faso, du Mali. Ce n'est plus un rêve, c'est une réalité qui transforme le quotidien. L'inquiétude gagne Washington et Paris. Perdre le contrôle de ce couloir logistique, c'est voir s'échapper l'emprise sur les matières premières, les flux financiers, les monnaies régionales. Si l'Alliance verrouille l'accès à l'océan, comment imposer des sanctions? Comment brider une monnaie régionale qui ne dépend plus des places financières occidentales? La bataille dépasse les symboles. Si l'Occident perd ce levier, son hégémonie sur le Sahel vacille dangereusement. Mais l'Alliance le sait, la réaction pourrait être brutale. Pression, menaces, tentatives de division, tout sera tenté pour reprendre la main.
L'AES joue gros, cette fois, l'échec ne serait pas qu'un retour en arrière, mais la perte d'une génération entière d'espoir. Regardons en arrière. Quand le Ghana, sous Kwame Nkrumah, a tenté dans les années 60 de bâtir une industrie locale, il a subi la pression du FMI et des anciennes puissances coloniales. Ces usines de transformation du cacao ont été sabotées par des embargos déguisés et des fluctuations monétaires orchestrées à l'étranger. L'histoire montre que chaque pas vers la souveraineté économique déclenche une riposte féroce de l'ordre établi. Pourtant, au-delà des ports, des routes et des infrastructures, la vraie révolution s'invente ailleurs, dans la capacité à construire ensemble, à transformer la solidarité militaire en synergie économique, à fédérer une diaspora avide de dignité et d'action. Mais cette victoire fragile appelle une autre question. L'Alliance saura-t-elle résister à la pression internationale et transformer l'essai en véritable changement de paradigme? Car les défis internes et externes s'annoncent implacables. Jusqu'où ira la secousse? L'Afrique saura-t-elle résister à l'onde de choc qui approche? Nous assistons à l'aube d'un bouleversement sans précédent. Le choix de la Guinée-Bissau d'intégrer l'Alliance des États du Sahel n'est pas une simple manœuvre diplomatique. C'est une rupture profonde, un acte fondateur. Mais ce tremblement de terre soulève une question brûlante. Et maintenant? C'est ici que naît la Buildcracy. Fini les temps où les élites distribuaient de leurs contrats et privilèges à des intérêts étrangers. Désormais, soldats et villageois bâtissent ensemble. Les routes ne servent plus seulement à exporter la richesse brute, elles relient les communautés, les marchés, les écoles. On construit avec et pour la population, pas pour des actionnaires lointains. La Guinée-Bissau a frappé fort. Elle interdit désormais toute exportation de matières premières sans transformation locale, à commencer par la noix de cajou. Ce choix met fin à des décennies d'appauvrissement. Une industrie locale surgit, des emplois naissent, la richesse circule, ouvrant la voie à une Afrique qui transforme, qui refuse de brader sa sueur et son sol. Pour illustrer, prenons le cas d'une coopérative installée à Bafata. Il y a 3 ans, elle ne faisait que trier les noix de cajou pour les exporter crues en Inde. Aujourd'hui, elle les transforme sur place en beurre, en huile, en produits alimentaires prêts à l'emploi. Les revenus de la coopérative ont été multipliés par 3, permettant d'investir dans des écoles et un dispensaire local. Mais l'effet domino pourrait s'avérer le plus explosif. Au Mali, au Burkina Faso, au Niger, les regards sont rivés sur Bissau. Les diasporas, de Paris à Atlanta, vibrent à l'unisson. Si la Guinée-Bissau réussit, ce modèle pourrait inspirer tout le continent. Une Afrique fière, debout, qui donne à ses enfants l'audace de croire, de revenir, d'investir. Rappelons-nous 2008 et la crise financière mondiale. Les pays qui dépendaient trop des marchés extérieurs ont sombré dans la récession. Ceux qui ont diversifié leur économie et investi dans la production locale, comme le Brésil ou l'Inde, ont mieux résisté. L'Afrique doit tirer les leçons de ces crises et refuser de n'être qu'un fournisseur de matières brutes. Face à cette marée montante, l'Occident s'inquiète. Les puissances européennes et américaines redoutent la fin du règne du dollar et du franc CFA. Leur plus grande peur? Voir une Afrique commercer en monnaie propre, s'émanciper du joug des banques centrales étrangères. Les sanctions, la désinformation, la panique des marchés ne sont que les signes d'une perte de contrôle imminente. Dans ce vide laissé par l'ancien ordre, de nouveaux acteurs avancent. La Russie, la Chine ne patientent pas. Elles proposent déjà des partenariats gagnant-gagnant. La carte du monde se redessine. Une Afrique audacieuse force la multipolarité, ouvre la porte à des alliances inédites et fait vaciller l'équilibre établi. Prenons l'exemple du corridor ferroviaire que la Chine a construit en Éthiopie. Ce projet, financé sans conditions politiques, a permis de relier des millions de personnes, d'accélérer le commerce et de dynamiser l'industrie locale. Si l'Alliance du Sahel s'inspire de ce modèle, elle pourrait transformer la région en moins d'une décennie. Les enjeux sont vitaux. Si ce pari réussit, c'est la promesse d'un continent souverain, maître de ses ressources, porteur d'espoir pour des millions de familles. Mais si la dynamique échoue, si la révolution est trahie ou récupérée, gare au retour brutal de la soumission, de la pauvreté, de la résignation héréditaire. Ouvrir une nouvelle page ne suffit pas. Il faut empêcher qu'elle soit déchirée. Comment s'assurer que cette révolution reste au service du peuple? Quelles leçons tirer pour que, partout, chacun puisse la saisir et la faire vivre? Mais le danger guette. Chaque avancée attire des résistances, des tentatives de sabotage. La suite se joue sur un fil entre espoir et incertitude. L'Afrique nouvelle ne se construit pas seulement à coups de milliards, mais à force de gestes quotidiens.
Au cœur de cette révolution silencieuse, il y a celles et ceux qui, chaque matin, relèvent la tête pour bâtir leur avenir, ici et maintenant. Prenons Mama Fatima. Partie de rien, petite commerçante, elle est devenue chef d'atelier. Par la transformation locale, elle emploie désormais des dizaines de jeunes du quartier. L'exil subi appartient au passé. À chaque produit transformé sur place, à chaque emploi créé, c'est une victoire. Contre la pauvreté, pour la dignité retrouvée. La diaspora n'est plus simple spectatrice. Son rôle va bien au-delà de l'envoi d'argent ou de colis. Il s'agit aujourd'hui d'investir dans les entreprises locales, de transmettre le savoir acquis à l'étranger, de s'engager dans des projets concrets, main dans la main avec celles et ceux restés au pays. L'Afrique n'attend plus la pitié ni les dons. Elle exige l'ambition partagée et la responsabilité. L'ère de l'aide touche à sa fin, commence celle de l'action. La Build Crity, c'est cette idée radicale. Chaque chantier devient une école, chaque citoyen un bâtisseur. Au Burkina Faso, des milliers de kilomètres de routes sortent de terre. Ouvriers, volontaires, ingénieurs apprennent en agissant, sans attendre les experts venus d'ailleurs. On érige des infrastructures, mais aussi des compétences, de la confiance et une nouvelle identité nationale. Pour illustrer, citons l'exemple du Mali, où, en 2023, des comités villageois ont réparé plus de 200 écoles en moins de 6 mois, mobilisant parents, enseignants, artisans locaux. Résultat, plus de 15 000 enfants ont pu reprendre le chemin de l'école dans de meilleures conditions, sans attendre l'aide extérieure. Toutefois, aucune souveraineté n'est possible sans rompre avec la dette piégée et la dépendance extérieure. L'avenir passe par la maîtrise de la chaîne de valeur, du champ à la transformation, de la ressource brute au produit fini. Cela exige aussi d'éduquer à l'autonomie, pour que chaque enfant d'Afrique apprenne à inventer, réparer, diriger. Le vrai pouvoir, c'est que chacun peut devenir acteur du changement. Ce modèle ne repose pas sur des miracles, mais sur la mobilisation collective. Il se construit par des centaines de milliers de gestes quotidiens, sur les marchés, dans les écoles, dans les ateliers, et jusque dans la diaspora. Mais attention, la victoire n'est jamais acquise. Si la mobilisation faiblit, si la division ou l'attentisme reprennent, les anciennes puissances reviendront, prêtes à reprendre le contrôle. Seule une Afrique debout, solidaire et vigilante pourra protéger ses avancées et offrir un avenir digne à ses enfants. Pour éviter ce piège, voici quelques étapes concrètes à suivre pour chaque citoyen engagé. Premièrement, former des coopératives locales qui contrôlent la transformation et la commercialisation des produits. Deuxièmement, organiser des forums communautaires pour débattre et décider des priorités d'investissement. Troisièmement, encourager l'épargne locale et la microfinance pour financer l'entrepreneuriat de proximité. Quatrièmement, renforcer les liens entre les diasporas et les territoires d'origine à travers des réseaux d'échange et des plateformes numériques. Cinquièmement, participer activement à la vie démocratique, par le vote mais aussi par le contrôle citoyen des élus. La Guinée-Bissau vient de faire un choix historique, un geste qui symbolise cette volonté de rupture et de souveraineté. En quittant la CEDEAO pour rejoindre l'Alliance des États du Sahel, elle montre la voie vers une Afrique maîtresse de son destin. L'histoire ne s'écrit jamais sans vous. Que déciderez-vous maintenant que l'Afrique se relève et que la Guinée-Bissau a ouvert la voie? Ce moment n'est pas qu'un simple tournant politique, c'est la naissance d'une ère nouvelle. Chaque décision compte désormais, chaque voix renforce la force collective du continent. Refuser d'être simple spectateur, voilà le vrai défi. L'Afrique n'a plus besoin de témoins passifs ou de donneurs de leçons venus d'ailleurs. Elle appelle ses fils, ses filles, sa diaspora et tous ceux qui refusent qu'une génération de plus soit sacrifiée sur l'autel de l'indifférence ou de la résignation. Les chaînes du colonialisme économique se fissurent, mais rien n'est encore acquis. Le choix de la Guinée-Bissau n'est pas un feu de paille médiatique. C'est un appel à réveiller la fierté des peuples et à s'inscrire dans la dynamique de la Build Crity, une stratégie d'émancipation fondée sur l'action concrète, l'innovation locale et la co-construction d'un récit africain porté par des bâtisseurs engagés. Plus personne ne viendra écrire notre histoire à notre place. Ce qui se joue, c'est la possibilité, pour des millions de familles africaines, de sortir enfin de la précarité, d'accéder à la dignité, de voir leurs enfants recevoir une éducation de qualité et des soins modernes. Il s'agit de créer, sur notre sol, des richesses qui ne s'envolent plus vers des banques étrangères, mais servent l'avenir de nos villages, de nos villes, de chaque territoire. Mais la route reste semée d'embûches et chaque défaite pourrait tout faire basculer. Un retour en arrière signifierait la reprise en main par les anciens maîtres, l'appauvrissement programmé, la fuite des cerveaux, la perte d'un nouvel espoir générationnel. Applaudir l'audace de la Guinée-Bissau ou la vision de ses alliés du Sahel ne suffit pas.
Il faut transformer ce frisson de fierté en engagement durable, en action collective, en soutien concret à ceux qui, chaque jour, rebâtissent l'Afrique brique après brique. Le choix est limpide, rester simple témoin de l'histoire ou devenir acteur de l'avenir. L'indépendance ne se décrète pas. Elle se construit jour après jour, dans les urnes, dans l'économie, dans la culture, sur les réseaux sociaux, dans la solidarité de la diaspora. Chaque partage, chaque débat, chaque projet local est une pierre posée sur l'édifice commun. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus de savoir si l'Afrique peut changer, mais comment chacun veut y contribuer. La dignité n'est pas un slogan, c'est une exigence. Notre avenir ne se négocie plus à huis clos. Il se façonne au grand jour, ensemble, avec courage et intelligence. Que retiendra-t-on de notre époque ? Que nous avons laissé passer la chance du réveil, ou bien que nous avons su, enfin, écrire un nouveau chapitre de notre histoire. Il n'y a plus de place pour le retour en arrière. L'heure est venue d'agir, de soutenir, d'organiser, d'imaginer, d'unir nos forces pour que la souveraineté africaine devienne enfin la réalité quotidienne de nos peuples.